Badaboum! Un astéroïde gigantesque aurait suffi à exterminer tous les dinosaures ayant jamais arpenté notre planète, ne laissant pour trace qu'un immense cratère. Nous voici dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Enfoui sous nos pieds repose Chicxulub, un cratère colossal. Mais si une telle cavité existe, où est donc passé le météore? Curieusement, nul n'a jamais aperçu les vestiges réels de cette roche venue de l'espace. Cela peut sembler étrange, surtout compte tenu de son importance capitale. Nombre de chercheurs estiment que c'est bien ce météore qui aurait provoqué la disparition des dinosaures. Il aurait pu se vaporiser lors de l'impact, engendrant une explosion gigantesque. L'essentiel de sa matière aurait alors été transformé en gaz ou en particules infimes, dispersées dans l'atmosphère. À moins qu'il ne soit encore quelque part sur Terre, tapi dans l'ombre. Et désormais, les scientifiques savent enfin où concentrer leurs recherches, bien que l'endroit soit difficile d'accès. Il y a environ 66 millions d'années, un astéroïde colossal est venu s'écraser sur Terre, marquant la fin de l'ère Crétacée. Il a percuté ce que l'on appelle aujourd'hui le Mexique, au nord de l'Amérique centrale. L'explosion a provoqué une vague de chaleur mondiale, suivie de plusieurs années d'hiver. La planète a alors basculé dans un chaos absolu. Cette catastrophe a entraîné l'extinction de plus de 60% des espèces vivantes, notamment tous les dinosaures non aviens comme le tyrannosaure et le tricératops, mais aussi les ptérosaures et des créatures marines telles que les mosasaures. En somme, l'ère des dinosaures a pris fin. Pourtant, ce bouleversement a permis l'émergence des mammifères et, à terme, notre propre apparition, vous et moi compris. Mais revenons à notre mystérieux astéroïde. Des scientifiques ont récemment réussi à déterminer d'où il venait et où il s'est écrasé. Il ne se contentait pas de flâner dans notre voisinage spatial. Cette roche titanesque pourrait s'être formée bien au-delà de Jupiter, avant de foncer droit vers notre planète. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Commençons par examiner de plus près la collision qui a donné naissance au cratère de Chicxulub. Au moment de l'impact, des fragments issus des profondeurs de la croûte terrestre ont été projetés à plus de 25 km dans l'atmosphère. Des montagnes, plus hautes que l'Himalaya, se sont formées autour du point d'impact. Le météore responsable, l'impacteur de Chicxulub, mesurait entre 10 et 15 km de diamètre. Il a frappé la Terre à près de 19 km par seconde, sous un angle de 60 degrés. Tout cela peut sembler technique, mais cet angle précis a permis de propulser dans l'air la quantité maximale de roches vaporisées. Ce nuage colossal, chargé de gaz soufré et de fines particules, a voilé le Soleil, déclenchant un hiver d'impact qui a duré environ 15 ans. À cette époque, les dinosaures dominèrent la planète. Ils arpentèrent la Terre depuis près de 200 millions d'années, lorsque la catastrophe survenue provoqua leur anéantissement. L'hypothèse d'un impact météoritique paraît tout à fait crédible, tant les indices convergent en sa faveur, mais cette explication ne fait pas l'unanimité. Certains avancent en effet que ces créatures étaient déjà sur le déclin avant la collision, laquelle n'aurait fait qu'accélérer un processus amorcé de longue date. Quoi qu'il en soit, l'écrasante majorité des dinosaures disparut, et si l'on en croit les chercheurs, les rares survivants de cette tragédie pourraient bien être les ancêtres des oiseaux actuels. Nous disposons d'un aperçu plausible des événements, mais ce fut le fruit de longues années de recherche. Le cratère fut initialement repéré dans les années 70 par des scientifiques employés par Pemex, une compagnie pétrolière mexicaine. Ce n'est que plus tard que l'on établit un lien entre cette structure géologique et l'extinction massive ayant marqué la fin du Crétacé. L'un des indices permettant d'imputer la catastrophe à un astéroïde provient des poissons qui peuplaient alors la région. Lorsque l'astéroïde s'abattit sur la Terre, la puissance phénoménale de l'impact bouleversa la surface du globe. Par exemple, certaines roches furent transformées en sphérules vitrifiées, de minuscules particules sphériques issues du refroidissement rapide de gouttelettes de silicate en fusion. Or, certaines de ces sphérules furent retrouvées dans les branchies de poissons qui périrent lors de la catastrophe. Ainsi, lors d'une autre campagne d'analyse, les chercheurs examinèrent ces fossiles et en déduisirent que l'impact s'était produit au printemps, dans l'hémisphère nord. Ils parvinrent à cette conclusion en étudiant les lignes de croissance osseuse des poissons, semblables aux cernes que l'on observe dans le tronc des arbres. Durant de nombreuses années, les scientifiques poursuivirent l'exploration du site d'impact, espérant en extraire de nouvelles données sur la catastrophe.
Leur meilleure piste consistait à examiner les traces chimiques laissées par l'astéroïde, dont les résidus demeurent enfouis sous d'épaisses strates de roches et de sédiments tapissant la péninsule du Yucatan. En analysant les signatures chimiques présentes dans les roches de la fin du Crétacé, les chercheurs établirent que l'astéroïde provenait d'une région située au-delà de Jupiter. Et il ne s'agissait pas de n'importe quel objet céleste, c'était une chondrite carbonée, l'un des types d'astéroïdes les plus anciens du système solaire, formé il y a plusieurs milliards d'années. Ce type d'astéroïde ne se rencontre que dans cette zone reculée du système solaire. L'un des indices les plus déterminants fut la présence de ruthénium, un élément rare sur Terre mais bien plus commun dans les astéroïdes. La détection de traces infimes de cet élément dans les roches permit aux chercheurs de confirmer que ce météore provenait de l'espace lointain, excluant ainsi l'hypothèse d'une comète ou d'un phénomène volcanique. En 2016, des chercheurs publièrent les premiers résultats d'une expédition de forage menée dans le cratère de Chicxulub. L'équipe parvint à atteindre plus de 1200 mètres sous le plancher océanique, mettant au jour des carottes contenant des fragments du granit originel frappé par l'astéroïde. Ces roches, profondément fracturées et désorganisées, reposent au-dessus des couches sédimentaires. Cela confirme la théorie selon laquelle l'anneau de crête du cratère s'est formé lors d'un processus d'effondrement dynamique. Concernant cet anneau de crête, les chercheurs ont précisément orienté leurs travaux vers cette structure. Il s'agit d'une élévation circulaire, nichée à l'intérieur même du pourtour du cratère. Des formations semblables sont observables dans les plus vastes cratères d'impact de notre système solaire, que ce soit sur la Lune, Mars ou Mercure. Toutefois, sur Terre, Chicxulub demeure le seul cratère bien conservé à en posséder un. Cette révélation corrobore également les données récentes issues d'une mission de la NASA, laquelle a démontré que les anneaux du bassin lunaire de Mare Orientale se sont formés de manière analogue à ceux de Chicxulub. L'intérêt que suscite cet anneau tient à la volonté de confronter les modèles théoriques aux preuves géologiques. En outre, les scientifiques espèrent que cette zone ait pu constituer l'un des tout premiers refuges de la vie microbienne, dans les suites immédiates de l'impact cataclysmique qui a causé l'extinction des dinosaures. L'anneau de crête se serait formé en l'espace de quelques minutes après l'impact. Le socle granitique, soumis à des pressions extrêmes, s'est comporté comme un fluide, projeté en une tour centrale haute de près de 10 km, avant de retomber pour constituer la crête actuelle. Par la suite, une couche de brèche, conglomérat chaotique de roches et de matériaux fondus, s'est déposée, suivie de l'arrivée massive de sédiments sableux charriés par les tsunamis océaniques. Parmi les découvertes de 2016, un carottage de 3 mètres s'est révélé décisif. Il contenait des éclats de granit et des minéraux issus de fissures imprégnées de fluide chaud. Ce fut l'indice que l'anneau de crête avait enfin été atteint. Les géophysiciens de l'Université du Texas avaient anticipé que cette structure abritait un vaste système hydrothermal. Ils cherchèrent à le confirmer par le forage. L'expédition atteignit finalement une profondeur de 1335 mètres, sondant des strates encore plus anciennes. L'équipe parvint à recueillir la majorité des échantillons souhaités, dans un remarquable état de conservation. Elle obtint également une quantité de données précieuses relatives au Paléocène inférieur et procéda avec succès au balayage du puits d'Aforé. Désormais, il revient à la communauté scientifique internationale d'analyser ces résultats afin d'en saisir toute la portée. Les chercheurs sont convaincus que cette mission apportera des réponses essentielles à de vastes interrogations. Que s'est-il précisément produit lors de l'impact? Par quel mécanisme l'astéroïde a-t-il anéanti les dinosaures? Et comment un tel choc a-t-il pu affecter la vie profondément sous terre? Le problème avec l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures, ce n'est pas vraiment l'astéroïde en soi, mais plutôt le lieu de l'impact. Ce caillou de l'espace a vraiment choisi le mauvais endroit pour percuter la Terre. L'angle de l'impact était aussi mal choisi. S'il s'était écrasé à la verticale, il y aurait eu moins de dégâts. Mais l'impact avec un tel angle a soulevé d'énormes quantités de poussière dans les airs. Après le désastre, des tonnes de suie ont pris feu. Il y a 65 millions d'années, seulement 13% de la surface de la Terre contenait assez de soufre et de pétrole pour former de grandes quantités de suie. Si l'astéroïde était tombé sur les 87% restants du territoire terrestre, les dinosaures existeraient probablement encore aujourd'hui. Mais il a impacté le pire endroit possible et soulevé 1 million de tonnes de matière inflammable dans l'air. Un nuage de particules incandescentes a empli le ciel et s'est déplacé au-dessus de la surface terrestre.
Puis ces particules se sont posées au sol et ont déclenché de très nombreux incendies. En brûlant, les arbres ont libéré encore plus de suie. Mais l'astéroïde n'a pas seulement impacté une surface rocheuse, il est tombé sur la côte dans un lieu où le fond marin était riche en sulfate. Un incendie s'est déclenché suite à l'impact, ce qui a libéré de l'acide sulfurique dans l'atmosphère. L'air est devenu toxique. Les dinosaures n'avaient aucune chance. Imaginons maintenant que l'astéroïde se soit écrasé à un autre endroit, au milieu de l'océan par exemple. Des vagues géantes auraient inondé une partie de la surface terrestre, mais la plupart des dinosaures auraient survécu. Encore mieux, l'astéroïde aurait pu s'écraser quelque part dans le désert en créant un cratère géant. Et c'est tout. Les quelques dinosaures qui passaient par là n'auraient bien évidemment pas survécu, mais la situation n'aurait pas été si catastrophique. Bon, mettons que les lézards géants soient toujours les animaux dominants sur notre planète. Ils empêchent les autres animaux de se développer, puisque les tyrannosaures et autres reptiles féroces chassent les mammouths et autres créatures. La population de mammifères décline. Les vélociraptors se battent contre les tigres à dents de sabre et les ours pour leur territoire. C'est une bataille pour la survie qui commence entre les dinosaures et les autres animaux. Puis arrive l'âge de glace. Certains reptiles ne survivent pas. De nouveaux acteurs entrent en scène. Les premiers ancêtres des humains. Difficile de cohabiter avec les dinosaures. Ils attaquent les campements et les grottes. Les ancêtres des humains doivent construire des murs pour se protéger. Au passage, le tyrannosaure n'est pas si dangereux que ça pour l'être humain, contrairement à ce que tu crois. De récentes recherches ont montré que beaucoup de proies réussiraient à fuir devant ce prédateur. Oui, dans les films, il rattrape des voitures sans aucun problème. Mais dans la réalité, il ne ferait pas si peur. Les paléontologues et les biologistes ont analysé les os du tyrannosaure et ont découvert qu'il ne pouvait pas courir bien vite. Le maximum de sa vitesse correspond à la moitié de celle d'un athlète. Des milliers d'années passent et les gens ont appris à vivre avec les dinosaures. Ils ont même réussi à apprivoiser certains gros lézards. Ils ont domestiqué les dinosaures herbivores pour développer l'agriculture. Les tricératops et les taureaux labourent les champs ensemble. Imagine des fermes pleines de diplodocus et de brachiosaures. Les gens grimpent sur leurs longs coups et cueillent les fruits des branches les plus hautes. Les stégosaures protègent les troupeaux des loups et des vélociraptors. Les dinosaures à carapace, comme les ankylosaures, aident les humains à traverser les déserts. Ils portent de lourdes charges, comme les chameaux et les ânes. Les humains partagent la planète avec ces grands lézards et vivent en harmonie. La situation est bien différente dans les océans et les mers. Les reptiles aquatiques attaquent les navires faits de bois et attrapent tout le poisson. Imagine que tu sois en train de naviguer vers un autre continent dans un navire plein de céréales, de tissus, de fourrures et d'autres biens. Tout à coup, un mosasaure géant apparaît à l'horizon. C'est l'un des dinosaures aquatiques les plus puissants. À côté, un requin blanc ressemble à une sardine. Cette créature pourrait facilement battre un mégalodon. Tu le croises donc en pleine mer. Il mord la coque du navire et le tire sous l'eau. Les dinosaures aquatiques sont le principal obstacle à la communication entre les continents. Par conséquent, le progrès est ralenti de quelques centaines d'années. Les humains commencent à construire des navires en métal et parviennent à créer des liaisons maritimes. Un problème similaire se présente avec les premiers avions. Imagine que tu sois à bord d'un Boeing. Tu regardes par le hublot et tu vois un ptérodactyle. Ah non, c'est impossible! Ces lézards ailés ne sont pas assez rapides. Mais ils peuvent rattraper les hélicoptères ou les vieux biplans. C'est une vraie menace pour les avions. Les gens décident donc d'installer des systèmes de protection sonore à bord. Les ptérodactyles entendent un ultrason de loin et s'enfuient. Les gens équipent les sous-marins et les navires avec ce même système à ultrasons. Les humains ont compris comment se défendre. Mais un autre problème se présente. Ces lézards sont les rois de la faune et ils pourchassent toutes les autres espèces animales. Les dinosaures traversent la savane africaine et des lézards à fourrure vivent dans les forêts en hiver. Les lions, les loups et les ours ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les rhinocéros se battent contre les Parasaurolophus. Les stégosaures attaquent les hippopotames et envahissent leur territoire. Les jungles sont peuplées de dinosaures venimeux qui peuvent grimper aux arbres et chasser les singes. Imagine un singe reptilien qui saute d'un arbre à l'autre. Pour sauver les animaux normaux de l'extinction, les humains doivent tenir sous contrôle les populations de reptiles prédateurs.
Ils créent alors des réserves et des parcs naturels partout dans le monde pour accueillir ces reptiles et les séparer des autres animaux. Les dinosaures sont désormais sous contrôle. Les grands reptiles ne représentent plus un danger et les humains commencent à élever des petits dinosaures inoffensifs. Certains veulent des caméléons chez eux, d'autres préfèrent les Microceratus. Des expositions de dinosaures sont organisées. Les gens promènent leurs dinosaures comme si c'était des chiens. Les gens font des selfies avec leurs reptiles. Ils vont faire du shopping et se rendent au café. Les dinosaures sont devenus la norme. Ils sont presque mignons. Les humains vont à cheval, à dos de chameau, mais aussi à dos de Pasaurolophus et de Pachycéphalosaures. Ils ont aussi essayé d'apprivoiser les vélociraptors, mais n'ont pas réussi. Ce sont des reptiles dangereux et ils ne sont pas capables d'obéir. Il est aussi difficile d'apprivoiser un vélociraptor qu'un alligator. Malgré tout, les chiens et les chats sont encore plus populaires car ils sont plus intelligents. Le cerveau d'un dinosaure fait presque la taille du cerveau d'une poule. Mais qui sait, s'ils avaient survécu jusqu'à aujourd'hui, ils auraient peut-être évolué et seraient devenus plus intelligents. Ça aurait été un vrai problème pour les humains. Certains chercheurs pensent que les dinosaures n'auraient quand même pas survécu, même sans météorites. Ils devaient supporter leur poids colossal. C'était beaucoup trop lourd pour leurs os et leurs articulations. Ils n'auraient pas survécu à l'âge de glace avec ces caractéristiques. Mais les plus petits lézards auraient peut-être survécu. Les dinosaures rapides et agiles comme les vélociraptors et les pachycéphalosaures auraient survécu. Mais sous quelle forme ? Est-ce que les dinosaures ont évolué en quelque chose que l'on connaît déjà ? Prenons de bonnes vieilles poules par exemple. De nombreux chercheurs pensent qu'elles descendent directement du formidable tyrannosaure. Cet oiseau a des gènes en commun avec le dinosaure. Ouais, difficile à croire. Mais observe le corps et la démarche d'une poule. Enlève-lui ses plumes, recouvre-la d'écailles et mets-lui une mâchoire dentée au lieu d'un bec. Voilà un mini T-Rex. Il n'y a pas que les poules qui descendent des dinosaures. Beaucoup d'oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. C'est étonnant, mais les alligators, les serpents, les crocodiles et les varans ne sont pas aussi proches de leurs ancêtres dinosaures que les pélicans, les cigognes et autres créatures volantes. Après des millions d'années d'évolution, les pattes des dinosaures se sont transformées en ailes et les mâchoires allongées se sont transformées en bec. La génétique des oiseaux permet de comprendre les dinosaures. Les pélicans ressemblent à des ptérodactyles et les autruches à des vélociraptors. Il existe probablement d'autres animaux qui ont des gènes en commun avec nos gros lézards. Si cette météorite ne s'était pas écrasée sur Terre, tous les dinosaures auraient évolué en créatures complètement différentes et inattendues. Les chercheurs veulent étudier attentivement l'ADN des oiseaux et essayer de remonter l'évolution grâce à l'ingénierie génétique. Ils espèrent pouvoir faire naître des dinosaures un jour. Pour ce faire, ils doivent trouver un génome spécifique qui est resté inchangé pendant des dizaines de millions d'années. Ce génome se cache dans l'ADN et il n'est pas si facile de le trouver et de l'extraire. Tu crois qu'en 2050, on verra naître des dinosaures ? Boum ! Une explosion d'ondes supersoniques, de chaleur interplanétaire, de poussière, de fumée. L'atmosphère terrestre a été envahie par un rocher cosmique de la taille de l'Everest. Il y a quelques secondes, ce rocher pesant des trillions de tonnes fonçait vers la Terre. Il pourrait voler de New York à l'Alaska plus vite que tu ne peux faire cuire une omelette. Le nom de ce monstre ? L'incident de Chicxulub. Un nom à la hauteur de l'événement, n'est-ce pas ? Il y a 66 millions d'années, il s'est écrasé sur la Terre. À l'époque, les dinosaures régnaient sur la planète. Mais plus pour très longtemps. Cette collision épique a eu lieu sur le territoire de l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan, tout près de Cancun, où les dinosaures passaient leurs vacances. Ou pas. Toujours est-il que l'énorme roche spatiale a frappé l'océan. Mais même l'énorme volume d'eau n'a pas pu empêcher l'inévitable. La collision a provoqué la libération d'une énorme quantité d'énergie. L'horreur à l'échelle planétaire avait commencé. Imagine un mini-soleil embrassant la surface de la Terre, avec des tsunamis de la hauteur de la Statue de la Liberté jaillissant de l'épicentre de l'impact. Pas génial. L'explosion a soufflé à travers la surface de la Terre. Elle était aussi chaude qu'un four et a tout brûlé sur son passage. L'impact a provoqué un tremblement de terre colossal et une activité volcanique intense. Un tas de volcans ont simultanément libéré de la lave chaude et des cendres dans les cieux préhistoriques. Des millions de tonnes de cendres et de suie ont empoisonné l'air. Cela a formé un énorme nuage dans l'atmosphère qui a bloqué les rayons du soleil pendant plusieurs années. L'hiver le plus long avait commencé, seulement ce n'était pas de la neige qui tombait du ciel, mais de la pluie faite d'acide sulfurique.
Oui, l'incident de Chicxulub pourrait bien être la chose la plus importante qui soit arrivée dans l'histoire de notre planète. Plus importante que YouTube. À l'époque, il y avait beaucoup d'éruptions volcaniques, beaucoup d'oxygène inflammable dans l'atmosphère, des changements de température constants. C'était le moment idéal, ou le pire, pour que tout cela se produise. Mais comment pouvons-nous être si sûrs de tout cela ? L'astéroïde a creusé un cratère absolument énorme sur la surface de la planète. Aujourd'hui, cette cicatrice est cachée sous le golfe du Mexique. Les scientifiques ont trouvé beaucoup d'endroits sur Terre avec des niveaux anormalement élevés d'iridium. Ce métal est très rare sur Terre, mais il se trouve dans beaucoup d'astéroïdes que les scientifiques ont examinés. Ils ont étudié quelques roches vieilles de 66 millions d'années. Dans les couches de roches, ils ont trouvé de la poussière, la même qui provient des astéroïdes. Cela n'aurait pu se produire qu'avec un énorme astéroïde s'écrasant sur la Terre. La catastrophe a entraîné l'extinction non seulement des dinosaures, mais aussi de l'astéroïde lui-même. Il faisait si chaud au point d'impact qu'une partie de l'astéroïde a tout simplement disparu. Une grande quantité de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone a été projetée dans l'atmosphère. Mais le plus gros problème ? Le soufre. Il a été soulevé par l'impact de l'astéroïde et s'est envolé dans les airs. Ces minuscules particules de soufre ont bloqué une grande partie des rayons du soleil. Sans le soleil, beaucoup de plantes ont disparu et le climat a fini par se refroidir. L'immense chaleur a transformé les pierres en verre. Les scientifiques appellent ces choses des tectites. L'énergie de l'impact les a projetées dans les cieux. Après un court vol, les tectites sont retombées sur Terre. Et ce n'était pas beau à voir. La pluie est tombée aussi. Seulement au lieu de gouttes d'eau, tu aurais vu des boules de feu vitreuses et chaudes. Elles ont bombardé la surface de la planète pendant des jours. Les tectites ont mis le feu à tout. Les scientifiques en ont trouvé des preuves dans le monde entier, pas seulement près de la zone de la collision. Mais beaucoup de choses de cette époque sont encore un mystère. Certains scientifiques pensent que Chicxulub n'était même pas un astéroïde, mais peut-être une comète. Les astéroïdes sont principalement faits de pierre et de métal. Le plus souvent, ils ressemblent à une pomme de terre. Une comète contient de la pierre, du métal et de la glace. Les comètes ressemblent à des flocons de neige cosmiques sales avec de l'ammoniac, du méthane et du dioxyde de carbone. Les comètes proviennent parfois du nuage de Oort. C'est un énorme nuage de glace et de débris qui orbite autour de notre système solaire. De temps en temps, les comètes se libèrent de l'amas et se dirigent vers notre Soleil. Selon les scientifiques, cette comète particulière est passée juste à côté de Jupiter. La gravité de la géante gazeuse a encore accéléré la comète. Elle a volé vers le Soleil, en prenant de plus en plus de vitesse. La couche de glace extérieure de la comète a commencé à s'évaporer et elle a probablement dégagé beaucoup de poussière et de gaz, ce qui a donné l'impression qu'elle avait une queue. La gravité du Soleil a fini par faire éclater la comète en morceaux. L'un des fragments a volé dans l'espace et s'est écrasé sur la Terre, il y a 66 millions d'années. Alors, astéroïde ou comète ? La vérité est que nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que la Terre a eu la malchance de se trouver sur sa trajectoire et qu'elle n'a plus jamais été la même. La catastrophe a stoppé le développement de 75% de la vie sur Terre. Toutefois, certains grands animaux marins, comme les crocodiles, les tortues et les poissons, ont survécu à l'impact. De tous les animaux terrestres, les seuls à avoir survécu sont ceux qui étaient en moyenne plus petits que le raton laveur moderne. Cela inclut tout de même un tas d'espèces particulières de dinosaures, à savoir les ancêtres des oiseaux. Les chercheurs pensent qu'ils ont survécu pour deux raisons. Après l'énorme impact, il a fallu beaucoup de temps pour que les plantes recommencent à pousser. Et beaucoup d'animaux n'ont pas survécu. La plupart des animaux restants n'avaient pas assez de nourriture. Mais ces dinosaures avaient un bec. Grâce à lui, ils pouvaient fendre les noix et extraire les graines du sol. C'est pourquoi ils ont pu survivre. La deuxième raison est que ces chanceux avaient un plus gros cerveau. Certains experts pensent qu'ils ont pu coopérer les uns avec les autres et s'adapter rapidement aux nouvelles conditions. D'autres formes de vie ont également survécu. Les champignons et les moisissures ont survécu sous terre et sous l'eau. Petit à petit, l'obscurité s'est dissipée et les fougères ont commencé à envahir le paysage sans vie. Après quelques milliers d'années, les forêts ont commencé à réapparaître. Les animaux qui ont survécu étaient presque tous des créatures petites et discrètes. Ils vivaient dans des terriers, à l'abri de toute cette cendre chaude. Avant la collision, les mammifères avaient vécu dans l'ombre des dinosaures. Mais avec la disparition soudaine de tous les dinosaures, les choses étaient sur le point de changer. Les mammifères ont pu prendre le pouvoir. Ils ont commencé à dominer la vie, du moins sur Terre. Mais revenons au moment où tout a changé. Il s'avère que ce n'est pas la taille de l'astéroïde qui l'a rendu si puissant, mais plutôt l'angle sous lequel il a frappé la Terre. Si l'angle d'impact avait été différent, les dinosaures auraient peut-être même survécu à la catastrophe. Alors, à quoi cela aurait-il ressemblé ? Voyageons en arrière, très loin en arrière. Oh non,
Un astéroïde géant se dirige vers la Terre. Ah, attends, ça n'a pas l'air si grave. Il a raté son coup. Ouf. Il y a beaucoup de tremblements de terre, de tsunamis et d'éruptions volcaniques chaque jour. Mais les dinosaures ne s'en soucient pas tant que ça. Avançons de quelques millions d'années, et la plupart de ces anciens lézards ont changé d'apparence et sont maintenant méconnaissables. À cause de plusieurs périodes glaciaires, de nombreux dinosaures sont maintenant totalement recouverts de plumes pour se protéger du froid. Les mammifères existent, mais ils sont peu nombreux. Tu vois beaucoup de chauves-souris dans les grottes. Il y a des tonnes de rongeurs de la taille d'un rat dans les forêts. Pendant la journée, ils se cachent dans les sous-bois ou les terriers. La nuit, ils sortent à la recherche de nourriture. Il n'y a pas de chevaux, pas d'éléphants, ni d'autres grands mammifères. Pourquoi devenir grand et appétissant alors qu'il y a tant de reptiles dangereux avec d'énormes crocs aux alentours? Il n'y a pas de baleines dans la mer. On ne voit nulle part de perroquets, de faucons et de pigeons. Mais les ptérodactyles 2.0 passent constamment devant toi en sifflant. Certains ont la taille d'un hélicoptère, tandis que d'autres ne sont pas plus grands qu'un cygne. Il y a beaucoup de primates, mais ils ne sont pas pressés de descendre de leurs arbres et de marcher sur deux jambes. Pas d'aventure dans la savane, pas d'évolution vers l'Homo sapiens. Dans cette réalité alternative, les espaces ouverts sont très dangereux. Mais les forêts et les arbres le sont aussi. Aucun endroit n'est vraiment sans danger. Pour déguster de délicieux primates, de nombreux petits dinosaures ont appris à grimper aux arbres. Cela se passait déjà à l'époque du Crétacé, juste avant que cet énorme astéroïde ne manque la Terre. Ouf, cela aurait été une collision épique. Les dinosaures sont devenus plus sages depuis cette collision évitée de justesse. Certains sont même aussi intelligents qu'un poulet moderne. Un gros cerveau consomme beaucoup d'énergie, et ce n'est pas toujours une bonne stratégie de survie. Il est plus sûr de limiter la taille du cerveau et de continuer à fabriquer des dents plus grandes et plus pointues.